Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de la vidéo qu'on a commencée la semaine dernière au sujet du cercle. Donc si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets dans le petit, je vous conseille d'aller la voir avant de regarder celle-ci parce que on va directement découler de ce qu'on a dit la dernière fois à ce sujet. On a abordé la dernière fois la partie un peu plus théorique du cercle, on a vu ce que c'était, à quoi il servait. Aujourd'hui donc on va s'atteler plutôt à la partie pratique. Alors c'est parti. Alors, on a vu donc que le cercle, c'était une étape qui pouvait être très intéressante, à la fois pour se protéger, mais aussi pour isoler l'énergie, pour la faire monter, pour la canaliser, la catalyser et la relâcher ensuite, et également pour travailler dans un espace hors de l'espace et du temps, et nous mettre donc dans des dispositions adéquates pour travailler correctement notre pratique. Donc là, on va aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut élaborer sa propre méthode, parce qu'en fait, il n'existe pas une seule méthode, il en existe autant que de pratiquants, et même les pratiquants ont quelquefois plusieurs méthodes, donc il en existe bien plus que de pratiquants en réalité. Et on va aussi voir comment en fait on se comporte à l'intérieur du cercle, comment on évolue à l'intérieur de celui-ci, comment on le manipule, parce que oui, un cercle, ça se manipule. Donc on va voir avec quels outils on peut le faire, si on le fait sans outils également. Bref, c'est parti. Alors en théorie, tracer un cercle, c'est quelque chose qui n'est pas très difficile. Mais si on réfléchit un petit peu, on se rend compte qu'en réalité, il y a pas mal de subtilités qui peuvent nous gêner un petit peu. Alors, il faut toujours qu'on reste dans l'optique que ce qu'on fait, c'est pas un cercle au sol qui va être cylindrique autour de nous, mais que c'est bien une sphère. Ça, on l'a vu la dernière fois. Ce qui veut donc dire que son volume ne sera pas le même, ou en tout cas son étendue ne sera pas la même au niveau du sol et au-dessus, puisqu'une sphère, ça prend la forme d'un dôme au-dessus et également en dessous. Du coup, ça va englober des éléments dans les 3 dimensions, que ce soit au-dessus du sol, autant qu'en dessous. Et si on garde en tête qu'on n'est pas censé franchir le cercle tant qu'il est actif, eh ben si on a l'intention de rester assis dedans ou de se lever, ce sera pas la même mayonnaise. Il va falloir le prévoir de dimensions assez larges, assez imposantes. Parce que très souvent, on fait attention à la périphérie du cercle qu'on a tracé au sol, on se dit la limite elle est là, mais on oublie que c'est un dôme. Et résultat des courses, eh bien, beaucoup d'entre nous brisent leur cercle sans même s'en rendre compte. Et en fait, se disent qu'un cercle, ça sert à rien parce que le cercle n'est pas efficace. C'est pas que le cercle n'est pas efficace, c'est qu'on l'a brisé, en réalité. Et du coup, on peut se retrouver avec une perception de cet élément qui va être biaisée par le fait qu'on l'a tout simplement explosé sans même nous en apercevoir au cours de notre pratique. Du coup, on va déjà commencer par se dire que le mieux à faire, ça va être plutôt de s'installer vers le centre du cercle, de préférence assis, de préférence par terre ou sur un siège plutôt bas, plutôt que de se tenir debout à la périphérie, pour des raisons évidentes. Si c'est possible, n'hésitez pas à mesurer le diamètre de votre cercle et estimer un petit peu ses dimensions grâce à ça en projetant la sphère. Ça va être simple, hein, vous allez simplement reporter le rayon en fait verticalement à partir du centre, ça va vous donner son point le plus haut. Et si vous vous rendez compte que c'est trop bas pour vous tenir assis dedans, il va falloir repenser son étendue. Donc généralement, si on se contente de tracer le cercle au sol avec notre doigt, notre atamé, notre baguette, on va se rendre compte très rapidement que ce cercle va être de dimension insuffisante. C'est la raison pour laquelle on conseille souvent de projeter le cercle. C'est-à-dire on va d'abord en dessiner les contours et on va ensuite l'étendre comme on le ferait avec une bulle de savon en soufflant dedans en quelque sorte. Donc on trace notre... Si je touche mon micro, on va y arriver. On trace notre cercle et on projette ensuite notre énergie jusqu'à ce qu'il atteigne en réalité la dimension que l'on souhaite. On visualise ces parois s'élargir à partir de l'endroit où on l'a tracé et on essaye de l'étendre à la dimension que l'on veut. Alors si jamais on a envie de créer le cercle directement à la dimension, on va se rendre compte qu'il va falloir ramper, en fait, se mettre à la périphérie et se mettre très bas pour ne pas risquer de le briser alors même qu'on est en train de le tracer. On peut même le faire allongé directement au sol, mais vu qu'on va travailler à l'endroit le moins élevé, puisqu'à la périphérie c'est l'endroit le plus bas, et bien plus on va être proche du sol et plus ce sera facile. Donc à vous de voir si vous êtes team je rampe ou team je reste assis mais je projette. Et bien entendu, ce qui est au-dessus, ce n'est que la moitié de notre cercle, puisque le diamètre est généralement au niveau du sol, ce qui veut donc dire qu'on va aussi le projeter en dessous. Le dôme
sous lequel on se tient, c'est l'hémisphère supérieur. Il va donc y avoir un hémisphère inférieur. Ça, quand on pratique en extérieur, quand on pratique au rez-de-chaussée ou quand on pratique à l'étage mais d'une maison dans laquelle on vit et dans laquelle on est tout seul, ça ne pose aucun problème. Par contre, si on vit en appartement et que dessous il y a quelqu'un d'autre, ça peut être gênant parce qu'on va englober une partie du domicile du voisin du dessous dans notre cercle. Et c'est pas toujours souhaitable. Du coup, il va falloir choisir son endroit pour pratiquer un endroit où le cercle va être le moins gênant possible et où le fait d'avoir quelqu'un en dessous va être le moins gênant possible. Alors, évidemment, si ce qui se trouve en dessous de nous est vide, si c'est un appartement vacant, ou si c'est une énergie qui risque pas de rentrer en conflit avec la nôtre, par exemple si c'est une fondation, si c'est de la terre, si c'est une pièce vide, si c'est une pièce qui sera en fait réservée à toute autre chose, si c'est une buanderie ou quelque chose comme ça dans laquelle on ne vit pas, il n'y a pas de souci. Par contre, si l'espace en dessous, il est occupé au moment où on le fait, ou s'il est rempli d'énergie qui peuvent rentrer en conflit avec ce que vous faites, si c'est l'appart des voisins, si c'est une pièce qui est habitée par des gens qui sont pas du tout au courant de ce que vous faites, ou qui font des activités complètement opposées à ce que vous êtes en train de faire. Par exemple, si vous êtes dans une optique de bannissement et que c'est la cuisine de vos voisins en dessous, la cuisine c'est plutôt une magie d'attraction, du coup ça va rentrer en conflit. Si c'est une pièce que vous n'aimez pas ou qui est associée à des mauvais souvenirs, à des sensations désagréables, des choses comme ça, eh bien votre cercle va en souffrir, donc ça peut être un problème. Il faut savoir que beaucoup des sensations désagréables qu'on ressent dans un cercle, en fait, elles sont dues à ça. J'entends beaucoup de gens me dire que quand ils tracent un cercle, ils se sentent pas bien, qu'il y a des présences à l'intérieur, qu'ils se sentent hantés, visités par des entités. En réalité, la plupart du temps, c'est pas les entités, c'est les voisins du tout. Donc, faut réfléchir à ça. Donc, ces espèces de présences, en fait, elles peuvent être tout simplement... Enfin, le problème qui est posé par ces sensations de présence peut être complètement résolu par le fait de changer de place. On peut tout à fait adapter son cercle et choisir son moment aussi. Si avec les voisins, il n'y a pas de souci, mais qu'on n'a pas envie de pratiquer avec l'énergie des voisins en dessous, on peut simplement attendre qu'ils s'en aillent. Oui, c'est la vie en appartement. Il y a des contraintes pour le faire. Alors, donc c'est pour ça que voilà, ne vous arrêtez pas à une mauvaise expérience, à une mauvaise sensation au sein de votre cercle, parce que c'est sûrement dû à quelque chose comme ça. Des fois, quand on entend un bruit de sabot, c'est juste un cheval, pas forcément un zèbre. Donc, voyez avec ça. Du coup, une fois qu'on a tout ça en tête, une fois qu'on sait qu'on a choisi son moment, qu'on sait ce qu'on va faire, eh bien, vient le moment de tracer un cercle. Alors, dans ce domaine, il y a plusieurs écoles. La plupart du temps, vous allez retrouver une méthode qui va être similaire. Dans la plupart des livres sur le sujet ou des sites internet, etc., il y a une méthode qui est globalement une méthode, on va dire, bateau, qu'on va pouvoir employer à peu près à toutes les sauces et qui fonctionne très bien pour la plupart des gens. Cela dit, ça ne veut pas dire que c'est la seule et ça ne veut pas dire que vous devez vous tenir à ça. En fait, il n'y a pas... comment dire pour reprendre une analogie que j'avais utilisée pour faire comprendre ça dans Une année en magie, j'avais pris l'analogie du gâteau au chocolat, de la recette du gâteau au chocolat. La recette du gâteau au chocolat, généralement, ça va être des œufs, du sucre, de la farine, du beurre, du chocolat. Mais vous pouvez tout à fait réaliser ce gâteau-là en remplaçant le beurre par de la compote de pommes, ou en remplaçant le beurre par de la courgette, ou en remplaçant le sucre par du sirop d'agave, en remplaçant une partie de la farine par de la maïzena, par de la poudre d'amande, en remplaçant le chocolat par du cacao non sucré. Bref, vous avez compris. Il n'y a pas une façon de faire, et en fait, vous obtenez quand même un gâteau au chocolat à la fin. Et bien pour le cercle, c'est pareil. Il n'y a pas qu'une façon de faire, mais à la fin, vous allez quand même obtenir votre cercle. Il n'y aura aucun souci là-dessus. Donc la plupart du temps, dans un livre, vous allez retrouver la même méthode. On trace le cercle 3 fois, quelques fois avec le même instrument, quelques fois une première fois avec l'index, une deuxième fois avec la baguette, une troisième fois avec la tamée. On invoque les 4 éléments et ou les seigneurs des tours de garde dans leur quartier associé. Donc le nord, la terre, l'est, l'air, l'ouest, l'eau, le sud, le feu. Et puis on met l'esprit au centre si on l'intègre. Mais on a tout à fait le droit de faire un cercle sans gluten.
ou sans lactose, ou vegan. Il n'y a pas de souci. Et si vous sentez une lassitude, si vous sentez un ennui dans votre méthode de tracer le cercle, si le fait de devoir le faire, ça vous remplit d'une flemme énorme, où vous vous dites « Oh, tracer un cercle, ouais, non, je le fais pas », c'est qu'il y a un souci, c'est que la méthode marche pas, et c'est qu'il faut en trouver une autre. C'est pas que vous n'avez pas besoin du cercle, c'est que la façon dont vous le faites n'est plus adaptée à votre façon de voir les choses et votre façon de pratiquer. Donc il faut, encore une fois, bien réfléchir, comprendre le fonctionnement du cercle, et regarder toutes ces étapes et éventuellement en remplacer, en modifier, en faire évoluer certaines vers quelque chose qui vous conviendra mieux. Exactement comme vous allez le faire avec votre gâteau en remplaçant certains ingrédients, en les adaptant, en les ajustant, en changeant les quantités, vous voyez un petit peu pour avoir le gâteau que vous voulez. Et bien là, ça va être un petit peu la même idée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi, hein. On est bien d'accord que certains éléments vont être indispensables. Déjà, il va falloir forcément tracer quelque chose qui ressemble à un cercle. Si vous faites un triangle, ça va pas marcher, on est d'accord. Mais généralement, vous allez pouvoir ajuster à peu près à ce que vous voulez. Alors, effectivement, la plupart du temps, on trace le cercle plusieurs fois. Le plus souvent, 3 fois, mais on peut tout à fait le tracer 2, 5, 9, 12, ce qu'on veut, en fonction de la symbolique du nombre qu'on souhaite y intégrer, tout simplement parce que tracer ce cercle plusieurs fois permet d'en visualiser mieux les contours et en fait de projeter un petit peu d'énergie à chaque fois. Du coup, c'est toujours utile de le faire plusieurs fois. La répétition engendre généralement une plus grande fermeté dans la visualisation. Après, si vous êtes un crack en visualisation, vous pouvez très bien envisager de ne tracer qu'une seule fois. Si ça marche pour vous, ça marchera très bien. Et généralement, quand on fait ça, on visualise ou on matérialise directement des points sur son pourtour. Le plus souvent, c'est nos fameux 4 quartiers avec nos 4 éléments, mais on peut tout à fait faire quelque chose de très différent. On peut tout à fait le marquer 8 fois, 12 fois, 14 fois, 127 fois, comme vous le voulez. Vous pouvez mettre une cordelette au sol si vous avez envie de délimiter les contours, ou de mettre des branchages, ou des petits éléments, ou des bougies, bref, ce que vous voulez. Ces 2 étapes-là, le fait de tracer plusieurs fois et de matérialiser le pourtour, elles sont très symboliques. Donc la première, je vous l'ai dit, on raffermit le tracé en jouant avec la symbolique des nombres. Mais étant donné que généralement le 1 c'est plutôt associé au monde matériel, et bien c'est pour ça qu'on évite la plupart du temps de le tracer qu'une seule fois. Là encore, c'est pas une règle absolue, hein. Si vous êtes vraiment très lié au chiffre 1, pourquoi pas. Le 2, lui, il a plutôt une idée de parallèle, de double monde, de double univers, donc ça peut être intéressant avec le visible et l'invisible, le vivant, le mort, le haut, le bas, le tangible, l'intangible, le nuit, la jour, le soleil, la lune, le mâle, le féminin, etc. etc. Donc voilà, vous pouvez avoir des idées comme ça. Le 3, c'est un nombre sur lequel on ne revient pas, hein, il est très associé aux triplicités, puisqu'on a une idée de totalité avec le 3, le début, le milieu, la fin, le passé, le présent, le futur, la jeunesse, l'âge mûr, la vieillesse, la vie, la mort, la renaissance, bref. On a toutes ces idées-là. Le 4, c'est aussi un chiffre qui peut être intéressant puisque c'est un symbole d'équilibre avec les 4 éléments, les 4 saisons, etc. Le 9, on a l'idée de vie potentielle avec les 9 mois de gestation humaine. Le 12, on a l'idée de perfection puisque c'est un nombre de totalité avec les 12 mois de l'année, avec les 12 signes du zodiaque, avec les 12 apôtres, etc., etc., les 12 dieux de l'Olympe. Bref, le 12, c'est une vaste question. Bref, à vous de trouver le nombre qui vous semblera le plus approprié à votre pratique. Je disais 427 tout à l'heure, ça fait beaucoup, hein, à vous de voir si vous êtes bien accroché, mais voilà, à vous de voir. Après tout, pourquoi pas. Tandis que la seconde étape, le fait de délimiter notre cercle, l'idée va être plus de symboliser en fait une espèce de reproduction de l'univers dans un espace réduit, donc un microcosme par rapport au macrocosme dans lequel on s'inscrit. Donc c'est pour ça que souvent on marque les limites par les 4 éléments, puisque les 4 éléments représentent le tout qui construit l'univers, hein. Donc à partir de là on peut construire absolument tout. Mais cela dit, vous êtes tout à fait libre de représenter cet aspect microcosmique d'une façon complètement différente. Peut-être que pour vous, l'univers est composé de choses qui sont différentes de ça. Peut-être, pourquoi pas, utiliser, je sais pas, les 4 états de la matière.
le solide, le liquide, le gaz et le plasma. Pourquoi pas, ça peut marcher. Ça peut être aussi, si jamais vous êtes artiste peintre, les 3 couleurs primaires. Pourquoi pas. Si vous êtes plutôt dans un autre système, vous pouvez utiliser un autre nombre d'éléments, par exemple les 5 éléments asiatiques. On le disait tout à l'heure, pourquoi pas les 12 signes du zodiaque, les 12 mois de l'année, les 4 saisons, les 3 stades de la vie. Bref, réfléchissez à tout ça, prenez le temps de vous demander ce qui représente pour vous l'univers, et trouvez votre système comme ça. C'est quelque chose qui doit vous correspondre à vous. Donc, si vous êtes musicien, pourquoi pas les 7 notes de la gamme. Ça peut être intéressant. Voilà, vous pouvez avoir un petit peu des choses comme ça. Donc personnalisez au maximum votre cercle, ça va vous permettre d'avoir un espace qui sera beaucoup plus à même de recueillir votre pratique personnelle. Vous pouvez aussi, vous n'êtes pas obligé de le matérialiser au sol, hein, vous pouvez utiliser du son, vous pouvez utiliser des odeurs, vous pouvez utiliser des poèmes, des lumières, des gestes, bref. Différentes choses qui peuvent vous paraître pertinentes et qui seront tout de suite pour vous naturelles et confortables en fait, pour créer votre petit microcosme à vous dans lequel vous allez vous sentir bien en réalité. Et pour le rituel de clôture, généralement on procède de la même façon. On lève le cercle dans le sens inverse où on l'a tracé, donc on reprend chacune des étapes et on le fait à l'envers, tout simplement. Et on pense toujours à remercier les éventuelles entités qu'on a invitées et qui ont participé au travail. Et derrière, on n'oublie pas, on va s'ancrer. C'est toujours important, mais l'ancrage, on en reparlera. Alors évidemment, ça c'est dans un monde parfait. On est bien d'accord. Dans la vraie vie, on sait très bien que tracer le cercle, faire notre magie dedans et en sortir pour aller s'ancrer tranquillement en cucu dans la prairie, c'est très très bien. Mais il arrive qu'il y ait des couacs. Il arrive qu'il faille que l'on sorte très rapidement de notre cercle, par exemple. Et vous inquiétez pas, on peut. On n'est pas cloîtré dans notre cercle jusqu'à la fin, et le fait d'en sortir ne va pas forcément le ruiner. Il y a des moyens de faire. On peut tout à fait envisager d'y découper une espèce de porte pour pouvoir nous en sortir sans avoir à l'ouvrir en entier. Une espèce de petite soupape par laquelle on va se glisser pour aller, pour aller empêcher le chat d'aller manger une plante, pour aller dire au petit dernier d'arrêter d'arracher les cheveux de sa sœur, pour aller répondre au téléphone, pour ce genre de choses-là, pour aller éteindre le four parce qu'on se rend compte qu'on a oublié de le faire, bref. L'urgence d'abord et la vie tangible d'abord. Donc pour ça, généralement, on va utiliser l'outil qu'on a utilisé pour tracer le cercle, le doigt, la baguette, la tamée, ou autre chose en fonction de ce que vous utilisez. Ça peut être un outil son aussi si vous faites votre cercle au son. Moi, à une époque, je traçais mon cercle à la flûte, donc j'ouvrais ma porte à la flûte. Si jamais vous avez utilisé plusieurs outils, pour le faire, vous utilisez le dernier que vous avez employé. Voilà. Donc par exemple, si vous faites un triple cercle doigt à tamée baguette, pour découper votre porte, vous découpez votre porte à la baguette. Voilà. On utilise le dernier, c'est pour être un peu plus pertinent. Donc on utilise cet objet-là, on accroche une portion du cercle un peu comme si on l'aspirait vers l'intérieur, toujours vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, sinon on risque de disperser les énergies dehors et c'est pas très souhaitable. Et on fait ça d'une dimension assez large pour vous permettre de sortir. Soit vous sortez en rampant, soit vous sortez accroupi. Bref, rappelez-vous que vous êtes sur la périphérie, donc si vous sortez debout, il va falloir aspirer une grande partie de votre cercle, c'est pas forcément pertinent. À vous de voir avec votre mobilité aussi comment vous pouvez faire. Donc ensuite, vous faites ce que vous avez à faire, vous revenez dans votre cercle et il suffira de souffler dehors, de rejeter la portion que vous avez aspirée pour la remettre en place et refermer votre cercle qui va ainsi pouvoir garder une partie de sa cohésion. Cela dit, si jamais vous sentez que votre cercle il a pris du plomb dans l'aile, d'ici là, prenez bien le temps de faire remonter l'énergie pour qu'elle atteigne le niveau qu'elle avait au moment où vous vous êtes arrêté. Si vous sentez qu'il y a eu des fuites, c'est probablement qu'il y en a eu. Donc écoutez-vous. Donc, dites-vous que c'est un petit peu comme quand vous êtes en train de faire cuire un gâteau au four, que vous allez ouvrir la porte du four en milieu de cuisson. Donc laissez-la ouverte la moins possible, la moins longtemps possible et la moins ouverte possible, et vous allez peut-être devoir ajuster le reste de la cuisson en fonction de ça. Et quelquefois, quand on fait un certain travail, par exemple, si vous faites un travail magique qui équivaut à un soufflé au four, c'est foutu. Ça peut arriver. Donc, si vous sentez que votre cercle n'est plus correct,
Si vous sentez que vous n'arrivez pas à rétablir le cercle tel qu'il était avant, ça sert à rien de disperser votre énergie, arrêtez et recommencez votre opération une autre fois, en priant cette fois pour ne pas être dérangé. Écoutez-vous toujours et voyez un petit peu. Généralement on le sent quand un cercle est fermé correctement, surtout avec le temps, avec l'expérience, ça se sent de mieux en mieux. Donc même si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, prenez le temps une fois que vous êtes de retour dans votre cercle pour vous poser 5 minutes et sentir si l'énergie elle est semblable ou pas par rapport à avant. Si vous vous sentez calme, si vous vous sentez protégé, si c'est la même atmosphère. Tout dépend de l'atmosphère de votre cercle. On a tous des atmosphères différentes. Il y en a qui ont une atmosphère très calme, très détendue, d'autres qui ont une atmosphère très dynamique. Donc à vous de voir quelle était l'atmosphère de votre cercle avant et quelle est celle qu'il a après, l'idée étant qu'il est autant que possible la même. Donc c'est un petit peu cette vision-là. Donc cela dit, si jamais vous ressentez rien, pas de panique. Ça ne veut pas dire que votre cercle est un échec. Ça veut peut-être dire que vous n'avez pas encore l'habitude de ressentir les choses. Il y a des gens qui peuvent passer une pratique entière sans rien ressentir du tout. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'ils ne vont pas pouvoir y arriver. Donc c'est normal. Si jamais habituellement vous ressentez pas grand chose dans votre pratique, c'est normal que dans votre cercle vous ressentiez pas grand chose non plus, parce que c'est pas quelque chose qui fait partie de votre quotidien. Donc à vous de voir aussi. Par contre, si vous avez des ressentis qui sont généralement très forts, si vous ressentez rien dans votre cercle, c'est qu'il y a peut-être un souci. Donc ajustez un petit peu. Personnellement, j'ai pas des ressentis de fou. Honnêtement, je suis pas une personne qui est tout de suite dans un ressenti énorme. J'ai des ressentis, mais je suis quelqu'un d'assez modéré là-dedans. On va dire que je suis dans une moyenne, plutôt moyenne basse, je dirais. Mais moi, j'ai trouvé mon indicateur, et mon indicateur, c'est ma perception du temps. Généralement, quand je suis dans un cercle, je m'aperçois que le temps s'écoule de manière très différente de quand j'en suis en dehors. La plupart du temps, j'ai l'impression que le temps est passé beaucoup plus vite que d'habitude. C'est-à-dire que je suis dans mon cercle, je me dis « Oh, j'ai travaillé à peu près une demi-heure, je sors et je me rends compte qu'en fait non, j'y ai travaillé pendant 4 heures. » Donc j'ai un peu cette perception, un peu, vous savez, le monde des fées. On se dit on a passé une nuit dans le monde des fées, on en sort, ah bah non, c'est 10 ans, Jean-Jacques, c'est dommage. Donc c'est un petit peu cette idée-là. Cela dit, j'ai connu des gens qui avaient la sensation inverse, qui avaient l'impression d'y passer 4 heures alors qu'en fait ça faisait qu'une demi-heure. Donc allez voir un petit peu quelle est votre perception là. Moi c'est cette idée que j'en ai. Donc si à la fin de mon cercle je m'aperçois que ma perception du temps, elle est adéquate avec le véritable écoulement du temps, c'est que mon cercle était foiré. Je le sais comme ça, donc à vous de voir un petit peu, vous, quelle est votre perception, si c'est à ce moment-là ou si c'est après. Moi du coup c'est après, donc je me rends pas forcément compte sur le coup, mais bon, c'est pas grave, on apprend quand même. Du coup, une fois que vous avez toutes ces petites choses-là en tête, à vous d'élaborer votre façon, votre méthode pour tracer le cercle. Parce qu'il n'y a pas une méthode. Alors vous regardez peut-être cette vidéo en vous disant « Oh, elle va nous donner une méthode ». Non, elle vous dit « Débrouillez-vous ». Merci Tata Lyra. Bref, ne me remerciez pas, c'était gratuit. Mais l'idée, en fait, ça va vraiment être de faire votre méthode. Donc, en jouant avec les nombres, en jouant avec la perception, en jouant avec la matérialisation, en jouant avec les sensations que vous allez cultiver à l'intérieur. Et vous allez vous rendre compte bientôt que vous allez être capable d'élaborer, en fait, votre technique à vous, qui marchera que pour vous, mais qui marchera pratiquement à tous les coups. Et ça, c'est plutôt une bonne chose, en général, non. Donc, pratiquez, ajustez, notez. Notez vos méthodes, même quand c'est foiré, parce que quand c'est foiré, on apprend beaucoup. Donc, notez tout avant de la mettre au propre dans votre livre des ombres, /grimoire, /journal, /disquette, que sais-je encore. Notez bien à chaque fois que vous faites un cercle la façon dont vous l'avez fait, si ça a marché, si ça n'a pas marché, un petit peu comme quand on élabore une recette de cuisine, on note, on voit ce qui rate, on voit ce qui se marie bien ensemble, on voit ce qui fonctionne, et élaborer ensuite votre méthode, sachant que vous pourrez la faire évoluer, et vous pourrez en changer au fil de votre pratique et au fil de votre évolution. À force de pratiquer, à force d'ajuster tout ça, votre cercle sera de plus en plus efficace, vous le tracerez de plus en plus facilement, de plus en plus rapidement aussi, donc vous aurez de moins en moins la flemme de le faire, n'est-ce pas ? Et puis évidemment, il sera de plus en plus pertinent et de plus en plus efficient pour votre pratique.
Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lui laisser un petit cœur, un petit commentaire, la partager ou vous abonner à la chaîne. C'est toujours un très grand plaisir pour moi de vous lire et de vous rencontrer par ici. Si vous voulez me soutenir plus activement, vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou même rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon pour avoir encore plus de moi tous les mois, puisque vous aurez droit à 4 vidéos de plus par mois et un livret d'une centaine de pages à peu près pour mettre encore plus de magie et de conseils foireux de Tata Lyra dans votre quotidien. Merci infiniment pour votre soutien, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. En attendant, prenez un très grand soin de vous, tracez votre cercle, notez votre progression, portez-vous bien et surtout restez magique. À très vite, bye!